Jusqu'ici, on pouvait avoir l'impression qu'il y avait deux marchés de l'immobilier en France. D'abord celui de Paris et des grosses villes, qui était un marché avec une baisse de l'immobilier, mais également un autre marché, celui de la province, celui des petites villes, voire des villages, qui lui était toujours en hausse. Eh bien, c'est terminé. Il y a deux réseaux d'agences immobilières, les deux plus gros, qui nous disent que maintenant, les prix baissent partout. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va donc voir que maintenant, la France baisse partout. L'immobilier est en baisse absolument partout en France. Les prix de l'immobilier ancien commencent à baisser sur l'ensemble de la France selon les baromètres trimestriels des réseaux d'agences. Ils sont plombés par l'augmentation du coût du crédit qui freine le rythme des ventes puisque certains acquéreurs n'arrivent pas à décrocher de prêts. Et ça, j'en avais parlé dans d'autres vidéos, notamment que les acquéreurs, maintenant, on leur demande un apport personnel gigantesque. Vous devez, si vous regardez dans la liste des vidéos sur l'immobilier, vous avez la playlist des vidéos sur l'immobilier, sinon vous regardez celle que j'ai faite il y a 2-3 jours, ça parlait d'immobilier. Et l'apport personnel qu'il faut maintenant amené est en moyenne de 89 000 euros. 89 000 euros. Alors qu'il y a quelques années, il était de 5 000 euros. En 99, il était de 5 000 euros. Maintenant, il faut 89 000 euros comme apport personnel. Donc forcément, vous avez plein de gens qui se retrouvent en dehors du marché. Parce que quand on a 90 000 euros aujourd'hui, on a plutôt tendance, on peut avoir tendance à trouver d'autres investissements qui sont plus rentables que l'immobilier. Si on veut se loger soi-même, ça fait déjà une grosse somme à mettre que de mettre 90 000 euros. Donc ça paraît compliqué. Puis vous avez les taux où on est maintenant, où on est passé de 1% début 2022 à 3,5 maintenant, et on s'achemine à 4 cet été, et on commence à prévoir d'être à 5 à la fin de l'année. Donc vous avez des taux gigantesques qui font que la plupart des gens ne peuvent pas acheter. On a vu d'ailleurs que les surfaces que l'on pouvait acheter devenaient de plus en plus réduites. Donc forcément, ça retire des acquéreurs. Ce ne serait d'ailleurs que le début d'une période de transition selon le président du réseau d'agences Orpi. Le prix du mètre carré au premier semestre 2023 s'est replié en France de 2% en un an selon Laforêt, qui l'évalue à 3 447 euros en moyenne. Et pour Century 21, ils se sont infléchis de 1,7% pour les appartements à 4 198 euros, tandis qu'ils continuent de progresser pour les maisons, plus 0,9% à 2 636 euros. Alors on voit déjà, si vous voulez, que Century 21 et Laforêt sont quand même deux gros agents, deux gros réseaux, deux réseaux d'agences anciens, donc vraiment on peut avoir un peu confiance. Il voit quand même une baisse de 2%, 1,7, 2, d'accord, coupons la poire en deux, 1,85, mais il y a quand même une baisse de l'immobilier général. Alors, Century 21 nous dit que ça continue à augmenter pour les maisons, mais j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Rappelez-vous, en fait, c'est un effet d'optique. C'est-à-dire que les maisons avaient très fortement progressé, très vite. Et elles baissent que depuis peu de temps. Voilà, elles baissent depuis peu de temps, 2-3 mois. Mais ce qui fait que si vous regardez sur un an, elles sont en hausse. Je vous avais montré mon bras, et mon bras, là, ça monte. Et la baisse, là, si vous regardez vraiment du coude jusqu'à là, vous avez l'impression qu'il y a une hausse. Vous ne voyez pas qu'en fait, on est en pleine baisse. Vous avez l'impression que c'est toujours une hausse. C'est un effet d'optique. Et c'est un peu, je suis désolé de vous le présenter comme ça, il y a peut-être une autre façon, j'espère que tout le monde a compris. Mais si vous voulez, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que sur les maisons, il y a un effet d'optique. On voit encore une hausse parce qu'il y a eu beaucoup de mois de hausse, mais sur les 3 derniers mois, on est fortement en baisse. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas une théorie. J'en avais parlé dans une autre vidéo, il y a des chiffres qui le montrent et qui montrent qu'effectivement sur un an on est en hausse, mais que si on prend sur 3 mois, on est en forte baisse. Donc voilà. Et que grosso modo, les maisons rejoignent les appartements en ce moment. À l'unanimité, les réseaux d'agences font état d'un marché qui ralentit,
avec un nombre de transactions en recul et des délais de vente qui s'allongent. En juin, la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, a constaté une chute de 15% des transactions immobilières sur un an, soit la deuxième plus forte baisse annuelle des ventes depuis 1990, rappelle l'organisme. Ce brusque coup de frein au marché immobilier a d'ailleurs provoqué une hausse de 84% des faillites d'agences immobilières entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Donc vous voyez, on voit là vraiment, voilà, ancien baisse de 15% des ventes. Je vous avais déjà dit, c'est cohérent, vous voyez, avec le neuf. Dans le neuf, on avait une chute de 40% sur le premier trimestre et en gros, on était sur 24% si on regardait sur un an. Donc on est en cohérence, quoi. Il y a vraiment, tous les chiffres se rejoignent. Tous les chiffres se rejoignent. Et quand la FNAIM vous dit que c'est la deuxième pire chute depuis 1990, c'est quand même très, très parlant. Moi, je pense vraiment que... alors, je viens d'interviewer un expert, je vous en parle, je viens d'interviewer Étienne Henry, qui est un expert immobilier, et enfin pas... c'est pas son titre, expert immobilier, mais il est très très bon en immobilier, en économie sur l'immobilier. Et je viens d'interviewer pour ma chaîne principale Draw My Economy. La vidéo sort ce soir à 18h. Et lui me disait qu'effectivement, ça baissait partout, mais qu'on pouvait être encore confiant sur les petites villes et les villes moyennes parce que, en fait, ce n'étaient pas des villes qui avaient été liées à la spéculation. Et les gens n'avaient pas acheté dans des petites villes en se disant le prix de mon immobilier va augmenter, je vendrai dès que je vais gagner 30-40%. Les gens n'achètent pas pour ça dans les petites villes. Alors que pour des grandes villes comme Paris, en fait, il n'y avait pas de rentabilité vraiment locative. On louait, mais on ne gagnait pas vraiment d'argent en rentabilité locative. Par contre, on acceptait de le faire parce que les prix augmentaient très vite et que du coup, eh bien, on se disait, quand je vendrai, je gagnerai beaucoup d'argent. Donc j'ai accepté d'avoir une rentabilité locative très faible, voire parfois nulle. Et c'est ça qui fait qu'à Paris, maintenant, si les prix se mettent à baisser, on risque d'avoir un effondrement du marché, puisque les gens se diront, finalement, si le prix n'augmente pas, je n'ai pas de raison de continuer, quoi, puisque ma rentabilité locative est très faible. Alors qu'en province, comme les gens n'ont pas acheté pour ça, on a, dans les petites villes de province, Lyon et Bordeaux et Lille, c'est la même chose que Paris. Mais la petite ville de province, justement, il y avait une chance que les prix ne baissent pas autant parce que les gens, justement, ne sont pas partis dans l'idée de je vais faire x2 ou x3 ou vous voyez, augmenter le prix de ma maison va tellement augmenter que je vais gagner beaucoup d'argent dessus. Donc voilà, c'était juste une parenthèse. Je vous conseille de regarder la vidéo qui sort ce soir à 18h sur Draw My Economy. Oui, et les faillites des agences immobilières, 84% de faillites des agences, j'en avais parlé, mais tout le métier est là-dedans. C'est-à-dire que vous avez plus 49%, je crois, des faillites pour le BTP, les entreprises de BTP, 84% des agences immobilières. Mais ça, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps. Donc, vraiment, tout le métier, les promoteurs, les constructeurs, les agences immobilières, tout le monde a un nombre de faillites qui explose complètement. On est vraiment complètement dans le marasme de ce côté-là. Et si jusqu'ici les prix tenaient avec une hausse moyenne de 2,9% sur un an au 1er juin 2023, sur l'ensemble du parc français, après plus 6,3% en 2022 et plus 7% en 2021, la Fédération a là aussi constaté un retournement d'ampleur, moins 1% sur les 3 derniers mois. Donc voilà, on voit que pour l'ensemble du parc immobilier, ça y est, ça commence à baisser. Les grandes villes ne sont pas les seules à être concernées. Cela confirme la tendance enregistrée sur le début de l'année 2023. L'indice notaire INSEE, qui fait référence, a mis en avant une baisse de 0,2% des prix de l'immobilier ancien au premier trimestre.
ce qui n'était plus arrivé depuis juin 2015. J'avais aussi fait une vidéo là-dessus. On a vraiment, là vraiment, tous les chiffres sont en train de s'agglomérer pour nous dire qu'il faut s'attendre quand même à une baisse importante. Hein, il faut vraiment que vous vous rendiez compte de ça. Si vous êtes vendeur et que vous êtes pressé de vendre, eh ben, il faut faire très attention parce que les prix vont vraiment beaucoup baisser. Hein. Si vous êtes vendeur et que vous avez le temps, surtout touchez à rien. Hein. C'est une des choses que j'ai vu avec Étienne Henry dans ma vidéo. Si vous êtes vendeur, que vous avez acheté, mais que vous avez acheté avec un taux relativement bas et que vous n'êtes pas pressé, franchement, n'y allez pas maintenant. Mais donc, on voit que si vous êtes vendeur, ça risque de devenir compliqué. Mais si vous êtes acheteur, vous n'êtes pas être gagnant non plus parce que les taux augmentent tellement vite qu'en fait, pour compenser la hausse des taux, il faudrait un marché qui s'effondre. Il faudrait du moins 20% pour compenser la hausse des taux actuels. Et comme les taux vont aller vers 4-5%, c'est du moins 30% qu'il faudra espérer pour que vous vous y retrouviez. Donc vous voyez, ni les acheteurs ni les vendeurs ne sont gagnants dans ce truc-là. La cause principale de ce phénomène est assez simple à trouver, la flambée du coût des prix de l'immobilier. Ces derniers augmentent sous l'effet de taux d'intérêt en forte remontée. Résultat direct de la politique de resserrement monétaire mise en place par la Banque Centrale Européenne pour freiner l'inflation. Mais là aussi, enfin voilà, l'inflation, enfin bon. Je fais une vidéo sur l'immobilier, je vais essayer de ne pas m'énerver. Hein. Mais qui a fait en sorte qu'il y ait de l'inflation? C'est pas moi, c'est pas vous. L'inflation, c'est lié à l'augmentation du coût de l'énergie. Ça, c'est nos gouvernants à 100%. 100%. Les moments où ils ont commencé à faire des sanctions contre la Russie, contre le gaz et le pétrole, on pouvait faire des sanctions contre la Russie à la limite. Mais pas le gaz et le pétrole, quoi. Parce que c'est nous qui en avons besoin. Donc quand on a commencé ça, déjà, c'était mal barré. Quand en plus, on met un prix de l'énergie qui est indexé sur le gaz et qu'on fait augmenter le gaz, ça devient une catastrophe. Donc ils sont responsables de ça. Et puis derrière, la BCE, qui fait de la planche à billets et du taux zéro depuis beaucoup trop longtemps, déjà le faire, ne serait-ce qu'une année, c'est une bêtise, mais sur une très longue durée le faire, c'était de la folie. Donc ils sont responsables à 100% de l'inflation. Et derrière, ils augmentent les taux, je pense qu'ils n'ont pas le choix, donc je ne suis pas contre l'augmentation des taux, mais ils commencent l'augmentation des taux trop tard. Comme ils commencent trop tard, ils sont obligés d'aller trop fort. Et là, ils sont en train de tout casser. Et ils vont se retrouver devant un dilemme, mais cornélien. Soit je tue la croissance et je tue l'immobilier, soit j'accepte l'inflation. Pour l'instant, ils ont décidé de tuer la croissance et l'immobilier. Mais, bon, une baisse de l'immobilier, c'est pas forcément un mal, mais vous voyez que ça va, mais la croissance, par exemple, des entreprises, ça va être un vrai souci, quoi. Donc, ils vont se retrouver très, très embêtés. Conséquence, des primo-excédents qui doivent emprunter pour financer leur achat se retrouvent exclus du marché et restent dans leur logement plus longtemps, grippant le marché de la location à son tour. Ce sont donc plutôt les secondo-accédants, ceux qui vendent leur résidence principale pour en acheter une autre, qui animent le marché. Mais là, il faut faire un peu attention, les secondo-accédants. Il y a vraiment là, j'avais fait une vidéo, décidément je fais beaucoup de vidéos sur l'immobilier, mais j'avais fait une vidéo dessus où les notaires disaient, avant d'acheter, vendez. Faites pas la bêtise d'acheter et de dire je vendrai, ça se vendra, etc. Hein, d'acheter, faites pas la bêtise d'acheter la deuxième maison en disant bah la première ça va se vendra, aujourd'hui elle n'est pas vendue, mais bon ça va se faire. Les notaires, en grande majorité, hein, disaient non, vendez d'abord, achetez après. Parce que difficulté à vendre, parce que baisse de la valeur du bien, etc. Vous risquez de vous retrouver dans de gros soucis. Donc faites pas de bêtises, quoi, les secondo-accédants. À noter également que les marges de négociation augmentent. Les biens partent en moyenne 5,25% de moins que le prix affiché au départ, selon la forêt,
et pour 3,5% de moins que pour le réseau Orpi. Donc, acheteurs, vous avez une marge de négociation. Profitez-en, allez-y à fond. J'avais déjà dit, jusqu'ici, les acheteurs négociaient beaucoup tous les mauvais DPE. Hein, les maisons ou les appartements avec mauvais DPE. Mais là, au global, à l'époque, ça ne faisait pas encore énorme. Mais ça faisait beaucoup sur les mauvais DPE, mais pas sur les autres constructions. Là, ça devient beaucoup plus général et la marge de négociation devient de plus en plus forte. Même chose, vous voyez, si vous êtes vendeur, ça doit attirer votre attention et vous dire que vous avez peut-être des problèmes là qui arrivent. Certains propriétaires renoncent alors à vendre s'ils n'y sont pas contraints par un accident de la vie, divorce, succession, etc. Les ventes, et ça c'est ce que ce que dit Étienne Henry dans l'interview qui passe ce soir. On a à la fois un gel des acheteurs, c'est-à-dire les acheteurs sont dans les phares de la voiture et ne bougent plus, et en même temps on a un gel des vendeurs qui sont aussi dans les phares de la voiture et qui ne bougent plus. Et tout le monde attend. Et toute la question est-ce que les deux vont descendre en même temps? Vous savez, les deux barres vont descendre en même temps et du coup, il ne se passera rien. Les prix vont pas s'effondrer. Ou est-ce qu'il y en a un qui va descendre un peu plus vite que l'autre? C'est-à-dire que si vous avez de moins en moins d'acheteurs, mais le nombre de vendeurs ne diminue pas de la même façon, au bout d'un moment, les vendeurs vont devoir rattraper les acheteurs et donc baisser fortement leur prix. Donc c'est toute la question que l'on se pose actuellement. Les vendeurs n'ont pas encore accepté l'idée que le marché avait changé, juge auprès de l'AFP Guillaume Martineau, président d'Orpi, et d'ajouter « On est dans une période de transition qui pourrait aboutir à une baisse plus nette des prix ». Et moi, c'est ce que je vous dis. Encore une fois, Étienne Henry n'était pas forcément d'accord avec moi sur l'ensemble de la France. Il était d'accord sur les grandes villes, mais pas sur l'ensemble de la France. Moi, je vous dis qu'en moyenne, je m'attends à une baisse de 10 à 15%. Donc, aujourd'hui, c'est-à-dire que j'étais sur 15 à 20% par rapport au plus haut de l'année dernière. Maintenant, ça serait 10 à 15% de correction. Et j'y crois assez. Je pense qu'on va avoir 10 à 15% sur l'ensemble de la France. Encore une fois, c'est une moyenne. Hein. Mais voilà. Dites-moi, vous, en tout cas, ce que vous en pensez. Si vous êtes acheteur, est-ce que vous êtes si vous êtes acheteur ou vendeur, est-ce qu'actuellement vous allez faire de la voiture et vous attendez de voir ce que va faire l'autre pour voir si vous pouvez négocier quelque chose? Dites-moi si vous êtes acheteur et que vous avez bien négocié, que vous êtes acheteur récent, que vous avez bien négocié votre achat, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.